Donc, la présentation, en fait, aujourd'hui, s'appuie sur une rétrospective des 10 dernières années, 10 ans, en fait, qu'on fait de la recherche intervention en collaboration avec les pomiculteurs et pomicultrices ici au Québec. À noter que, bien que nos travaux de recherche aient été menés en fait exclusivement dans ces secteurs d'activité, c'est avec toute confiance en fait que les connaissances scientifiques qu'on a acquises au cours de ces différentes collaborations sont en grande partie transférables vers d'autres secteurs. Et c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui avec vous. Je ne sais pas où est l'antenne, mais... OK. Alors, on va retourner en 2013. Entre 2013 et 2016, en fait, c'était le premier projet financé par l'IRSST qu'on a mené avec nos collègues, qui a été porté par Ludovic Tuduri, qui était chimiste à l'IRSST à l'époque, qui est maintenant à l'Université de Bordeaux. Le premier projet qui était intitulé « Prévention des risques liés aux pesticides chez les producteurs de pommes, état des lieux et actions à mener pour une meilleure protection individuelle ». Donc, dans le cadre de ce projet, en fait, ça nous a permis de dégrossir un peu notre compréhension de l'utilisation des pesticides en pomiculture et aussi de comprendre la diversité des tâches exécutées par les productrices et producteurs dans laquelle finalement il y avait exposition aux pesticides. Donc oui, lors de la manipulation des pesticides, mais également dans des tâches préalables à la manipulation ou réalisées par la suite. La littérature scientifique qu'on a pu consulter dans le cadre de ce premier projet nous a permis de comprendre finalement que la voie d'exposition principale est la voie cutanée, donc la voie d'entrée des pesticides dans le corps est la voie cutanée. En parallèle de ça, l'analyse normative qu'on a pu faire nous a permis de comprendre qu'il y avait une absence de normalisation au niveau des vêtements de protection vendus et utilisés au Québec et au Canada. Donc, n'importe qui peut vendre des vêtements de protection avec le logo résistant aux pesticides sans avoir jamais réalisé d'études finalement qui garantit l'efficacité de ces vêtements-là. Donc, l'ensemble de ces connaissances nous ont amené finalement à constater que les vêtements de protection, lors de l'utilisation des pesticides, n'étaient pas garantis, ne garantissaient pas une efficacité de protection à 100%. Par la suite, entre 2016 et 2018, nous avons poursuivi avec ma collègue Danielle Champoux, qui était sociologue, chercheuse à l'IRSST à l'époque. On a voulu aller un peu plus en profondeur en continuant à faire des observations et des entrevues avec les pomiculteurs et pomicultrices. Et on a pu constater qu'en fait, il n'y avait pas si souvent que ça des événements accidentels ou incidentels liés à l'utilisation des pesticides et que l'exposition était principalement due finalement à une multitude de situations de micro-exposition. Par micro-exposition, qu'est-ce qu'on entend? C'est des petites quantités, des contacts avec des petites quantités, des contacts qui vont être brefs et finalement des contacts qui vont être plus ou moins visibles par les personnes elles-mêmes parce qu'on n'est pas capable forcément de voir à l'œil nu des dépôts sur les équipements de protection individuelle, sur les équipements ou sur l'ensemble des lieux de travail. Ainsi, la présence de ces micro-expositions répétées au fil du temps, finalement, ça contribue à une perception assez limitée de l'importance de l'exposition par la voie cutanée. On a pu aussi constater, en faisant un focus un peu plus important, on va dire, sur l'utilisation des vêtements de protection, qu'il y avait vraiment une diversité de vêtements de travail, mais aussi une diversité de vêtements de protection qui étaient utilisés par les agriculteurs et les agricultrices. Et que cette utilisation, ce choix en fait d'utilisation de ces vêtements de protection ou des vêtements de travail ne correspondait pas forcément aux prescriptions qui étaient faites sur les étiquettes de pesticides. Alors, de temps en temps, les producteurs se retrouvaient à être surprotégés et aussi également, voire sous-protégés. À noter que les prescriptions présentes sur les étiquettes de pesticides, en fait, il y a de grosses lacunes en termes de précision, on va dire, sur les vêtements de travail ou les vêtements de protection à utiliser. En fait, il n'y a quasiment aucune mention dans les étiquettes, outre une description très, très générale sur porter un vêtement résistant aux pesticides ou porter chemise à manches longues, pantalon long. Donc, il y a vraiment un manque d'informations sur la caractéristique des vêtements à utiliser pour se protéger lors de l'utilisation des pesticides. Donc, nos conclusions par rapport à ce projet de recherche-là, c'était vraiment que la stratégie de prévention, finalement, devait reposer en dernier recours sur l'utilisation des équipements de protection individuelle. C'était important d'aller déjà en amont dans les moyens de prévention pour, finalement, garantir une meilleure protection
des agriculteurs et des agricultrices, et également de se décentrer un petit peu de la simple recommandation d'utilisation des bonnes pratiques de travail, parce que c'était difficile de décrire qu'est-ce que c'était les bonnes pratiques de travail finalement à ce moment-ci. Par la suite, j'ai eu la chance d'être financée par l'IRSST pour réaliser ma thèse de doctorat que j'ai réalisée sous la supervision d'Élise Ledoux à l'UQAM, mais également Alain Garrigou, chercheur en France à l'Université de Bordeaux, que certains d'entre vous ont eu la chance de rencontrer. Ce projet de thèse qui a été mené entre 2018 et 2021, en fait, on a voulu aller plus loin, on a voulu vraiment comprendre, finalement, caractériser directement l'exposition. Donc là, on est passé à une autre étape, ce qui était la mesure d'exposition. Alors, on a fait de la mesure d'exposition qu'on appelle externe potentielle. Ça veut dire que les producteurs et productrices ont endossé un vêtement. Donc, vous voyez ici sur la photo un Tyvek, et c'est ce Tyvek-là qu'on envoyait au laboratoire pour avoir un estimé, en fait, des pesticides qui étaient, avec lesquels ils avaient été en contact. On a croisé la mesure d'exposition avec de l'analyse vidéo, de l'analyse de l'activité de travail, pour être en capacité de comprendre finalement quelles étaient les sources d'exposition aux pesticides. Donc, la matière active en fait, on a ciblé une liste de 45 matières actives dans notre étude. Ici, je vous rapporte des résultats par rapport au Captan. En fait, ce que les résultats de mesure d'exposition nous ont amené à comprendre, c'est qu'il n'y avait pas de relation linéaire entre la quantité de pesticides manipulés et la valeur d'exposition. Donc, ce n'est pas parce qu'on manipule une plus grosse quantité de matière active que notre niveau d'exposition va être plus importante. Et d'où là, en fait, notre hypothèse de l'exposition aux résidus de pesticides, comme vous avez pu le voir dans l'atelier tout à l'heure. Donc, nos observations nous ont permis de constater, en fait, que les principales parties du corps qui étaient concernées par l'exposition aux pesticides, c'était le torse et les cuisses. Et cela s'expliquait par différents contacts avec l'environnement de travail, comme par exemple le pulvérisateur ou éventuellement les contenants de pesticides. Nous n'avons pas seulement travaillé et fait de la mesure d'exposition lors de l'étape de préparation-remplissage, mais également lors de l'éclaircissage manuel. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure en pomiculture, l'éclaircissage manuel, c'est le fait de retirer certains fruits en fait, qui sont non à maturité dans l'arbre pour venir vraiment alléger l'arbre, favoriser finalement une qualité de production. Alors, lorsqu'on a fait la mesure finalement de l'exposition lors de l'éclaircissage manuel, on a constaté que l'ensemble du corps était exposé aux pesticides, mais ce qui a été aussi surtout intéressant de voir, c'est que les valeurs d'exposition qu'on a obtenues lors de l'éclaircissage manuel, alors que le délai de réentrée était respecté et qu'il y avait certaines fois eu des quantités assez importantes de pluie, en fait, les valeurs d'exposition étaient parfois plus importantes que lors de la préparation-remplissage, alors que les données de préparation-remplissage étaient au-delà des tables de l'exposition de l'arbre. Donc, ça amène vraiment une question sur comment aussi on peut se protéger, on doit se protéger lors de ces étapes de travail où on n'utilise pas les pesticides directement. Au niveau des valeurs, comme un peu tout à l'heure avec la quantité manipulée versus l'exposition, ici on est au niveau du temps de travail dans le verger. Donc, la relation n'est non plus linéaire entre le fait que je reste plus longtemps dans le verger, donc je vais être exposée de façon plus importante. Donc, ce n'est pas parce qu'on fait un travail, on va dire, rapide dans le verger ou dans la parcelle que notre exposition ne sera pas forcément moins importante. Donc, d'où l'importance de mettre en place des moyens pour se protéger lors de ces étapes de travail. Donc, l'ensemble de cette étude, en fait, nous a amené à cibler une diversité de sources d'exposition, comme vous avez la liste ici à l'écran. À noter que le pulvérisateur est ressorti comme une source vraiment importante d'exposition aux pesticides. Donc, si je reviens avec la hiérarchie des moyens de prévention, il y a eu des présentations qui l'ont nommé ce matin. Finalement, nos projets nous ont amenés à comprendre qu'il y avait vraiment un besoin de limiter cette exposition, de réduire cette exposition pour mieux protéger finalement la santé et la sécurité des producteurs et productrices agricoles. Alors, un projet actuellement en cours, toujours mené par mon collègue qui est maintenant à l'Université de Bordeaux, Ludovic Tuduri, c'est l'idée en fait de venir mettre à l'essai des vêtements de protection qui sont normés au niveau de la norme ISO 27065. Donc, l'idée ici, c'est oui, de
Mesurer l'efficacité de résistance chimique, donc est-ce que ces vêtements-là, finalement, sont efficaces pour protéger lors de l'utilisation des pesticides? Donc, on a fait de la mesure d'exposition en conditions réelles d'utilisation, parce que souvent, en fait, exclusivement, les mesures, les tests dans ces normes-là vont être faits en conditions de laboratoire. Donc là, ici, on était en conditions réelles d'utilisation. Donc, on a fait de la mesure combinée avec de l'observation de l'activité de travail pour être en capacité de déterminer d'expliquer les variations de mesure qu'on a obtenues d'un producteur à l'autre. Et surtout aussi, on a combiné dans cette étude la notion de confort. Okay? Donc, la notion de confort physique, par exemple, est-ce que le vêtement est acceptable sous certaines températures? Est-ce qu'il y a une certaine résistance chimique au niveau fonctionnel? Est-ce que c'est facile de s'habiller, de se déshabiller? Est-ce qu'il est résistant à l'abrasion? Des choses comme ça. Et dans la notion de confort, un des éléments qui va être marquant pour vous, c'est que ces vêtements-là doivent être combinés finalement avec un tablier lors de la préparation-remplissage, donc lors de la manipulation directe des pesticides. Le tablier qu'on a choisi pour l'étude, je peux vous dire que la note attribuée par les producteurs est à peu près relative à 0. Okay? Il y a certains producteurs qui n'étaient même pas capables de l'attacher eux-mêmes, tellement qu'il était compliqué à attacher. On a vu des tabliers exploser en cours de route de par la qualité des soudures, etc. Donc, vous voyez, quand on parle d'équipements de protection individuelle, oui, il y a la résistance, il y a l'efficacité en tant que telle, mais est-ce qu'il est utilisable, est-ce qu'il est manipulable, est-ce qu'il est compatible avec notre activité de travail? C'est une question qu'il faut documenter si on veut qu'il soit utilisé par la suite. Donc, les résultats de cette étude sont malheureusement pas encore disponibles. Ils vont l'être au cours de la prochaine année. Et ça me fera plaisir de vous les communiquer ultérieurement. Ensuite, si on remonte un peu dans les moyens de prévention, comme je vous l'ai mentionné, le pulvérisateur, finalement, est une des principales sources d'exposition aux résidus. Et c'est dans cette logique-là qu'on mène actuellement un projet où on s'intéresse finalement à la conception des pulvérisateurs arboricoles. Alors oui, on travaille encore avec les pomiculteurs, mais l'idée au travers de ce projet-là est aussi de faire ressortir des critères de conception qui pourraient être transversaux à d'autres types de pulvérisateurs, à d'autres cultures. Alors, je n'entrerai pas dans toutes les étapes méthodologiques de ce projet, sinon je vais vous perdre. Mais l'idée de vous présenter un petit peu ce schéma-là, c'est pour vous montrer en fait toutes les sources d'informations qu'on va aller chercher pour aller établir finalement nos critères de conception. Donc, il y a une partie analyse réglementaire, donc qu'est-ce qui existe en termes de normes pour la conception des pulvérisateurs. Au Canada, pas grand-chose, donc on va aller fouiller aussi au niveau européen. On a fait une recherche des pulvérisateurs existants via Internet. On rencontre les revendeurs d'équipements agricoles au Québec aussi pour savoir sur quels critères ils s'appuient pour proposer des produits, quelles sont les spécificités des produits qu'ils vendent ici au Québec. Il y a un questionnaire actuellement qui est disponible pour les pomiculteurs pour faire une recension finalement de tous les pulvérisateurs qui existent en ce moment dans les exploitations au Québec. Et finalement, pour finir cette première étape, cet été, on fait aussi des observations, des entrevues avec des pomiculteurs et pomicultrices pour voir c'est quoi les conditions réelles d'utilisation. Oui, lors de la pulvérisation, lors de la préparation de la bouillie, mais aussi toutes les étapes de maintenance, d'hivernage ou autres activités qui peuvent être faites autour du pulvérisateur. Toutes ces données-là vont nous permettre finalement d'avoir du contenu pour animer des ateliers d'échange avec différents acteurs. Donc oui, les pomiculteurs, pomicultrices, mais aussi les revendeurs, les fabricants, etc. Et tous ensemble, on veut établir des critères de conception initiale, mais aussi du rétrofit pour éventuellement modifier qu'est-ce qui existe déjà au Québec. Je vous ramène un petit peu en arrière dans le temps. Je vous ai parlé tout à l'heure de ma thèse. Donc, il y a un projet IRSST qui avait été financé pour ma thèse, mais ici, vous avez le titre général. En fait, dans le cadre de ma thèse, je me suis intéressée vraiment aux pratiques professionnelles des propriétaires exploitants agricoles. Je vous ai dit un peu plus tôt qu'il ne fallait pas imposer des bonnes pratiques aux producteurs et productrices, mais ce n'est pas pour autant qu'ils ne développent pas, eux, des pratiques qui sont intéressantes pour limiter leur exposition. Et ces pratiques, elles peuvent être des choix de gestion, mais aussi des actions lors de la réalisation des pulvérisations ou des travaux au champ. Par exemple, si je vous donne vraiment rapidement des illustrations ici, en termes d'actions, ça pourrait être limiter finalement le contact avec l'équipement lors de l'insertion des pulvérisateurs. Ça pourrait être réfléchir à l'installation, finalement à l'aménagement de leurs installations de travail pour limiter les différents contacts.
Ça peut être aussi à plus haut niveau, si on veut, avec une réflexion sur le choix des pesticides, le choix des doses qui vont être utilisées et éventuellement même le choix des cultivars qui va être fait pour finalement limiter l'utilisation des pesticides par la suite. Alors, une exploitation agricole, elle n'est pas isolée, hein, elle est dans un environnement dynamique et différents déterminants, finalement, vont l'entourer. Ces déterminants peuvent être soutenants, mais également être source de contraintes. Et nos travaux ont soulevé que, finalement, les producteurs et productrices mettent en place, comme je viens de vous le mentionner, de multiples pratiques professionnelles qui permettent de faire face à ces contraintes. Les pratiques professionnelles recueillies sont complémentaires aux moyens actuels de prévention. Les propriétaires, dans le cadre de leur développement de leur entreprise, visent des pratiques stratégiques de choix de cultivars permettant de réduire leur utilisation de pesticides et les besoins d'éclaircissage manuel. Les pratiques mises en œuvre pour la gestion de la production sont tout autant des avenues intéressantes d'ajustement pour la conception des équipements agricoles que pour le contenu de formation. Ainsi, dans un premier temps, quoi retenir? Il y a différentes sources d'exposition, donc les pesticides manipulés, mais également les résidus en présence dans l'environnement. L'exposition, elle est présente lors d'une diversité de tâches et pas seulement lors de la manipulation directe des pesticides. Les équipements de protection individuelle ne sont pas les seuls moyens de prévention. C'est important de penser aux pratiques alternatives aux pesticides, par exemple la mécanisation pour certaines tâches, l'utilisation de nouvelles technologies, la formation, mais la formation dans la transmission de connaissances, par exemple, sur les risques liés aux pesticides, la diversité de choix de formulation qui peuvent être offerts aussi aux producteurs et productrices ici au Québec, les formulations de pesticides, la diversité des équipements ou la caractérisation des équipements qui sont vendus ici au Québec et éventuellement les aménagements qui sont faits directement dans les exploitations. Alors, le développement des connaissances autour de l'exposition en situation de travail a permis de formuler l'hypothèse sur l'intérêt des pratiques pour limiter l'exposition et enrichir l'approche de prévention du risque professionnel pesticides au Québec, et ce pour l'ensemble des niveaux de l'approche de prévention. C'est important de déresponsabiliser les agriculteurs en s'inspirant de leurs pratiques. Producteurs, productrices, vos choix, vos actions peuvent limiter votre exposition. Leurs choix, leurs actions peuvent nourrir les moyens de prévention portés par les institutions. Je remercie vraiment l'ensemble des participantes et des participants à nos projets de recherche et je vous remercie pour votre écoute.